Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Magali et je suis la directrice opérationnelle de la cantine numérique et je vais tenter de vous faire une introduction claire et concise de la série de podcasts que vous apprêtez à écouter. Les 24 et 25 novembre dernier, nous avons organisé 2 jours de contenu dédiés à la Tech for Good et au numérique responsable. Nous avons choisi de rediffuser les 4 conférences de l'événement en podcast. Bonne écoute. Je m'appelle Jean Chabot, je suis journaliste et je suis avec vous pour fois 1 heure les 2 débats de ce matin. Vous avez vu le premier débat porte sur Tech for Good ou Bullshit Tech, et puis le deuxième sur Tech for Good et modèles d'entreprise actuels contemporains sont-ils compatibles? Pour ce premier débat, on a invité trois speakers qui, chacun de leur point de vue, vont nous expliquer leur expérience. Le sujet en lui-même est assez marrant puisqu'il y a 1 an pile, à l'occasion des précédentes journées Tech for Good, on parlait... C'était plutôt enthousiaste et positif. Et puis, on a décidé de la jouer franco de port avec ce premier intitulé qui est une façon de se couper les jambes correctement pour commencer et puis pour repartir sur de bonnes bases. C'est-à-dire, est-ce que ça brasse pas beaucoup de fumée de dire qu'on va faire une tech pour le bien? C'est une notion difficile, le good, puisque c'est une notion morale. Et est-ce que la morale et l'économie peuvent cohabiter correctement et comment? C'est compliqué. Je vous rassure, c'est pas un débat philosophique. On n'est pas là pour disserter pendant 1 heure, mais pour essayer de trouver des solutions. Nos 3 invités, je vais les laisser se présenter. Nous avons Manuela Cunha Brito. Bonjour. Donc, vous nous rejoignez de Barcelone. Vous travaillez pour Good Tech Lab. Je vais vous laisser vous présenter un par un. Louise Vialard, qui représente Nantes Métropole. Et puis, Basile Michardière, vous représentez Make Sense. Manuela, Good Tech Lab, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce qu'il est allumé? Est-ce qu'il est allumé, le micro? On dirait que non. Oui, s'il marche. Parfait. Eh bien, merci beaucoup d'ailleurs de m'inviter. Je suis ravie d'être ici à Nantes pour une première fois. Donc, ça a sans doute valu la peine de prendre quelques heures de train pour y être. Cette ville est très belle, donc j'en suis ravie de finalement la connaître. Et donc, Good Tech Lab, qu'est-ce que c'est? Good Tech Lab, c'est une entreprise focalisée sur l'impact tech, qui est en quelque sorte une autre façon de faire référence aussi à la Tech for Good, qui est, de nos points de vue, juste une façon un petit peu plus large, qui inclut aussi un regard un peu plus orienté vers tout ce qui est impact environnemental, et aussi orienté peut-être un petit peu plus inclusive pour les modèles business, parfois, que juste la Tech for Good, qui parfois est aussi interprétée comme plus liée à tout ce qui est juste économie sociale et solidaire et des modèles un peu plus inclusifs. Donc en fait, quand on a créé l'entreprise, le but pour nous, c'était de vraiment faire une grande recherche et une exploration de comment la technologie pouvait-elle être une force de levier pour créer l'impact positif dans la société. Nous avons dédié 2 ans à cette recherche. Nous avons interviewé 450 personnes en 30 pays différents, des experts, des spécialistes, des entrepreneurs, des investisseurs, pour comprendre quelle était la perception sur ce thème. Et nous avons fini par faire un mapping que nous avons publié l'année dernière avec plus de 500 exemples de technologies qui, à notre avis, aident à répondre aux objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont, peut-être vous connaissez déjà, les 17 grands objectifs que le monde s'est fixés pour d'ici 2030. Donc, je vous invite à regarder tous ces matériels et on pourra en discuter plus au long du panel. Parce que le rapport dont vous parlez est disponible sur votre site. Gratuitement sur notre site qui est goodtechlab.io. Donc, si vous vous intéressez, n'hésitez pas à aller télécharger et puis je serai ravie aussi d'entendre vos retours sur cette lecture. Merci beaucoup. Louise Vialard, donc vous êtes lavé la main avant de prendre le micro. Si chacun se lave les mains avant de prendre le micro, ce qui est la consigne, on va avoir des morceaux de peau littéralement, je pense, sur le micro. Et c'est ça qui va commencer à être chouette. Donc, Louise. Bonjour. Bonjour. Vous représentez une délégation nouvelle au sein de Nantes Métropole? Oui, alors du coup, je suis Louise Vialard. Je suis élue à la ville de Nantes au numérique responsable, e-citoyenneté, open data. Et je suis aussi conseillère métropolitaine. Mais par contre, pour l'histoire, je pense pour un peu expliquer le contexte de tout ça, moi à la base, je suis entrepreneuse. J'ai fait malheureusement des études d'archi et je vais raconter juste une petite anecdote pour expliquer un peu mon engagement présent.
C'est en fait c'était en hiver pendant mes études d'archi, donc on était dans un bâtiment en pierre à Paris. C'était le moment des examens, panne de chauffage. Là, c'est un peu l'enfer. On doit tous bosser dans, je sais pas, 10 degrés quoi. On est fatigué, on en a marre. Et en fait, je trouve refuge dans la salle informatique, qui était la salle donc pas chauffée, mais par contre très très chaude avec des fenêtres ouvertes en plein hiver. Donc je me suis dit tiens comment ça se fait. Et c'est là où en fait j'ai commencé à réfléchir à comment en fait l'infrastructure du numérique avait un impact écologique, comment les ordinateurs en fait qui dégageaient de la chaleur pouvaient en fait servir tout le monde. Donc j'ai passé mon diplôme sur la récupération de chaleur des serveurs informatiques. C'était pas très connu à l'époque. Donc j'ai un peu galéré, mais je suis arrivée à Nantes et à Nantes il y a eu un super accueil pour ces sujets-là et c'était il y a un petit moment déjà. Et du coup, on a commencé à bosser sur un projet de récupération de chaleur des serveurs informatiques pour préchauffer l'eau chaude sanitaire d'habitats sociaux, donc qui est à Nantes, qui existe. Donc quel quartier? Qui est quartier du Bout des Landes, donc Nantes Nord. D'accord. Voilà. Donc ça c'était une expérimentation et c'est là où je me suis dit à Nantes c'est vachement bien, on peut faire des expérimentations dans ce sens-là alors que je galérais pour me faire entendre ce genre de projet. Et du coup au fur et à mesure j'ai un peu abandonné ce projet-là, j'ai fait d'autres choses, j'ai monté une boîte, voilà. Et du coup je me suis dit quand même c'est incroyable, il y a un vivier de fous d'entreprises qui bossent autour de l'impact écologique du numérique, donc plutôt sur l'outil, moins sur le sens. Et du coup je me suis dit mais comment ça se fait que ce soit pas un truc qui soit inscrit qui soit plus comment dire que global, tout le monde ne quoi. partage pas cette voilà ce besoin. Et à ce moment-là je me suis dit ce que j'ai pas fait c'est m'engager pas en politique mais pour un projet puisque pour moi l'infrastructure du numérique, le numérique c'est un bien commun, donc pourquoi pas le mettre au service du bien commun. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et Basile, pour finir, vous représentez Make Sense. Vous formez et accompagnez des entrepreneurs sociaux et bien plus encore. Exactement. Bonjour à toutes, à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de partager ce moment avec vous aussi. Make Sense, c'est une association. On est une 70 effectivement et on fait 3 choses au sein desquelles la Tech for Good est vraiment centrale. La première, c'est effectivement d'accompagner des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des personnes qui suivent un modèle de start-up, mais toujours avec une vision soit sociale ou environnementale et qui mettent la technologie au centre de leur innovation. Ça fait 5 ans que l'incubateur existe. On a vu passer des centaines de projets. Aujourd'hui, peut-être certains que vous connaissez comme Too Good To Go. Notamment qui est passé du coup, ils sont arrivés, ils étaient 2, 6 mois après ils étaient 8 et maintenant ils sont 80. Mais on a aussi associé à ça un petit fonds d'investissement qui a la particularité de faire des tout petits tickets pour prendre des risques là où personne n'ose vraiment aller sur des projets, comme on dit, à impact. Donc ça c'est la première activité de Make Sense. La deuxième c'est d'aider. Si je vous pose la question, qui a envie alors je vais peut-être perdre ici mon petit jeu, mais qui a envie de s'engager dans une association? Qui aimerait donner plus de temps bénévole? Ou le fait déjà peut-être, ou veut vraiment faire plus? Je me hack pas, s'il te plaît. Qui voudrait le faire? Ok. Et qui va concrètement le faire ou qui va vraiment passer à l'action dans les 3 prochaines semaines? Ah, une main au fond. Voilà. Bon. Ce petit jeu-là pour montrer que en fait tout le monde a envie de s'engager et c'est génial, tout le monde souhaite donner du sens, mais il y a une somme de petits freins qui font qu'en fait on passe pas à l'action, on s'engage pas dans des assos, on donne pas du temps bénévole et une partie du boulot de Make Sense, c'est justement de lever ces freins-là avec un ensemble d'outils. Ça peut être des outils tech ou de parcours de formation et surtout de rencontres avec des gens pour que vous alliez mettre vos compétences là où elles peuvent avoir le plus de sens. Et puis là, donc ça c'est, si vous voulez, plein d'infos sur Make Sense, c'est un petit peu d'auto-promo, mais on recrute en permanence des bénévoles et dans les temps, avec le confinement qui va revenir, les assos vont se Comment ça? En tout cas, les assos vont avoir de plus en plus besoin de vous aussi et pas forcément que des assos Tech for Good. Voilà, ça c'est nos 2 activités et je suis également au conseil d'administration du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est un organisme aussi qui soutient beaucoup la technologie inclusive. Merci beaucoup pour ces présentations. On situe mieux d'où vous parlez. Si vous, dans la salle, vous souhaitez poser des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Ce débat et celui qui suit sont retransmis en live stream et les spectateurs qui le regardent peuvent poser des questions sur une tablette qu'on me montre au fond. Vous me l'apportez quand vous voulez.
pendant le débat. Voilà, les questions s'accumuleront aux vôtres et c'est moi-même qui vous apporterai le micro. Je le disais en intro, il y a un an, Tech for Good, trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour qu'on se demande si c'est pas finalement du tech bullshit? Est-ce qu'il y a eu des projets casse-gueule? Est-ce qu'il y a eu des projets arnaques? Est-ce qu'il y a eu pourquoi ce dégonflement et pourquoi ce débat-là existe-t-il ce matin finalement? En tout cas, je pense que merci vraiment de poser cette question-là. Merci beaucoup. Il y a une partie de moi qui a pas l'impression que le débat est nouveau, donc en fait, et que dans certains cercles se posent cette question-là en fait depuis des années, et le maquillage sémantique avec le mot Tech for Good, en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire, quelles sont les valeurs derrière. Je pense qu'il date en réalité pas d'hier. Après, c'est toujours un petit peu le numérique adore ces buzzwords, et il y a une courbe qui explique ça, qui s'appelle le plateau de Gartner, mais je suis sûr que t'en parlerais beaucoup mieux que moi. Qui est un autre buzzword. C'est un buzzword qui permet d'expliquer les buzzwords. Non, Gartner, c'est quand même un chercheur qui a montré, qui a fait un boulot pour montrer qu'en fait, des expressions comme ça avaient toujours une phase de pic. On en parlait beaucoup, ça concentrait beaucoup d'énergie, ça se stabilisait, et puis assez vite, en fait, l'expression disparaissait, on la remettait en cause, et en fait, on peut appliquer ça à plein de tendances. Et Tech for Good rentre là-dedans pour vous? Et pour moi, complètement. D'accord. Et après, pour répondre à votre question sur le pourquoi, je pense qu'il y a un sujet qui est venu très fort, c'est quand même l'empreinte environnementale du numérique, qui pour moi en un an a vraiment progressé pour le coup. On en parlait beaucoup moins avant. L'empreinte a progressé ou la prise de conscience de cette empreinte? Les deux, mon général, mais sans doute la prise de conscience en effet. C'est un sujet qu'on voit beaucoup plus maintenant, et c'est tant mieux comme ça. D'accord. Manuela? Ouais. On va l'arroser, aspergez-le et on se le passe. Alors pour compléter cette idée-là, d'ailleurs, j'ai un ami qui a fait une recherche intéressante sur comment certaines terminologies sont reprises par les capitalismes. Edwin Moutswami, qui était aussi un des cofondateurs de WeShare, où je travaillais avant le lancement de Good Tech Lab. C'est qui n'est pas forcément en soi un problème, mais c'est clair que, en quelque sorte, une partie peut-être de l'enjeu, c'est que de plus en plus, ces terminologies-là, elles deviennent standards, elles deviennent courantes, et tout le monde commence à l'utiliser. Bon, en quelque sorte, il y a un avantage, c'est-à-dire tout le monde commence à avoir une petite prise de conscience et un intérêt sur le thème de l'impact. Donc ça, c'est positif. Après, ce qui est négatif, c'est effectivement le côté greenwashing, le côté comment j'utilise cette expression-là pour me valoriser ou valoriser mon entreprise, mon activité, sans vraiment prendre en compte tout ce que ça veut dire être à impact, et donc, en quelque sorte, en mettant en danger les véritables impacts qui, pour certaines, beaucoup plus difficiles à atteindre. Donc, je pense que l'intérêt de ces débats aussi aujourd'hui, c'est faire un peu la distinction entre qu'est-ce qui est vraiment positif pour la société, et d'où l'intérêt d'avoir l'impact en tant qu'une intention véritable, mais non seulement une intention. Quel est l'effort pour évaluer cet impact tout au long d'un projet, d'une entreprise? Comment elle est vraiment cette notion attachée au business model même de l'entreprise? Je pense que ça, c'est les grands enjeux. Versus juste, j'utilise ça pour la com parce qu'aujourd'hui, ça fait beau de dire, voilà, moi, je fais la Tech for Good parce que c'est à la mode. Je pense que c'est surtout ça qui est l'enjeu. Le business model, on va vraiment le détailler dans la deuxième table ronde entre 10h15 et 11h15, même si on peut en dire évidemment quelques mots, mais on peut en profiter pour s'intéresser aux autres critères. Louise, pour vous, les premiers grands critères d'une... Non, elle vous plaît pas cette question? C'est un peu la question piège. D'accord. Moi, j'allais surtout dire que... C'est une question piège. Non, pas question piège. Vous voulez que je pose une vraie question piège? Non. Non. Non, mais qu'est-ce qui pour vous fait le good? C'est moi, ça a posé un problème aux entrepreneurs qui certains ont fait du greenwashing, du goodwashing, parfois même sans s'en rendre compte. Ils voulaient bien faire et en fait ils se sont juste mis dans le mainstream et ne se sont pas acquittés des obligations qu'implique un réel projet à impact. Moi, je peux pas répondre à cette question à 1 million d'euros. J'ai l'impression que c'est un peu la question. Elles sont chères mes questions. Puis, oui. Mais c'est surtout. Après, moi, d'un point de vue uniquement personnel, effectivement, on va pas se lancer dans un débat philosophique sur qu'est-ce que le good du Tech for Good. Je pense que par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des dispositifs comme Tech for Good qui vont essayer de fédérer, justement rassembler des entreprises qui se posent cette question-là en tout cas, et qui vont essayer d'échanger et pour le coup
peut-être que c'est une définition qui sera je sais pas, co-construite avec toutes ces entreprises. Je pense que vous êtes plus Basile et Manuela sont plus forts que moi sur ces questions-là. Mais moi, je tiens à saluer que ce dispositif existe, même si ça peut facilement tomber dans le greenwashing et le tech bullshit. On est d'accord là-dessus. Mais par contre, c'est un vrai facteur de fédération d'entreprises, et les autres entreprises qui se posaient pas la question commencent peut-être à se poser la question. Mais ça n'empêche pas de se poser là-dedans, de vraiment réfléchir à il y a un but à une entreprise, il y a un objectif moral, il y a une raison qu'on inscrit quand on fait ses statuts, mais il y a aussi un moyen d'y arriver, et il y a le numérique et la tech, pour reprendre, se demander est-ce que c'est bullshit ou pas, c'est un outil pour arriver à un objectif. Donc ça, je pense que c'est une question encore plus grande. Vous, Paul, est-ce que vous avez établi une grille de critères des projets que la ville, ou que la métropole veut porter, et celles qu'elle ne veut pas porter, qui sont dans la tech? Alors ça, il y a plutôt, on fait plutôt appel à d'autres personnes qui, nous, on ne peut pas en tant que collectivité se dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc vous vous appuyez sur des associations, des organismes, acteurs du territoire, et des associations, des dispositifs qui sont mis en place. D'accord, qui eux ont déjà réfléchi et défini ces critères. Qui sont sur le terrain et qui écoutent les autres acteurs qui sont là, et qui peut-être, c'est pas des critères fixes, ce serait dommage. Parce que ce qui est good à un moment peut-être changera à un autre. Du coup, je repose la question à Manuela pour revenir sur un point que vous avez noté et qui était aussi dans la question que j'ai reformulée après. Il y a eu des entreprises qui se sont mis à faire un peu de good pour la com et qui en fait ne s'acquittaient pas des obligations véritables des entreprises qui s'engageaient dans un projet à impact beaucoup plus large. Vous avez des exemples, ou est-ce que vous pouvez déjà nous donner les quelques critères qui permettent de véritable projet à impact qui le distinguerait d'un projet purement basé sur de la com? Alors, je vais essayer de répondre peut-être de manière légèrement indirecte à la question, mais je vais essayer quand même d'arriver là. Je ne vais pas forcément nommer tous ceux qui sont dits qui sont à impact, mais qui finalement n'y sont pas. Et vous n'êtes pas inquisiteur. Voilà. Après, déjà parce que ça continue à arriver, c'est pas quelque chose qui s'est passé dans un passé lointain, c'est quelque chose qu'on voit encore tous les jours quand on regarde les journaux, et il y a une nouvelle telle entreprise qui crée un nouveau projet impact. Quand on va croiser vraiment dans le fond, on voit qu'il y a encore de grandes limitations sur l'ambition de ces projets. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi cette tag impact qui parfois est considérée par d'autres acteurs. Ça me rappelle à Paris, je crois que c'était l'année dernière ou l'année précédente, Cambridge Analytica, qui est une entreprise qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui était assez impliquée dans le scandale de micro-targeting, on connaît tous un peu le fait néfaste que ça peut avoir sous les élections, sur prise de décision, sur la vie intime des gens et de données privées qui sont un peu exploitées. L'impact sociétal assez profond, et elle était présente, c'est une entreprise qui était présente dans un événement noté Tech for Good. Donc parfois les confusions, elles peuvent arriver à n'importe quelle échelle, il faut faire attention à ces genres de contexte. Ceci dit, quels sont les critères qu'on peut utiliser pour penser est-ce que c'est impact ou pas impact? Nous, pour les rapports qu'on a fait, on a décidé de regarder Impact Management Project, qui est en fait un consensus de 2000 organisations, qui inclut des grands philanthropes, qui inclut l'ONU, qui inclut l'OCDE et plein d'autres, et qui en fait a listé 5 critères un peu pour l'impact. En fait, 5 dimensions de l'impact, il les nomme comme ça. C'est-à-dire c'est qui est le bénéficiaire de cette action, quoi concrètement qui est fait, quels sont les risques? Parce qu'en fait, c'est ça quelque chose qu'on oublie assez souvent, que l'impact, il vient aussi l'impact, c'est pas que le positif, il y a aussi les négatifs, et donc les risques doivent être évalués en tant que tels. À quel niveau de contribution cet impact arrive à atteindre? Et il y en a une qui m'échappe. Bon, ça doit être additionnalité, qui est est-ce que cet impact-là, il aurait passé oui ou non si cette intervention, cette entreprise n'aurait pas été créée, si cette innovation n'avait pas été faite. J'ai pas compris la partie risque. Vous pouvez nous donner des exemples de risques? Alors nous, pour les rapports aussi, on a fait 8. On a mappé à peu près 8 risques technologiques.
Il y en a plein d'autres sur d'autres domaines, mais et d'ailleurs même je pense que sur la tech, si on y croise plus à fond, on pourrait trouver encore plusieurs d'autres. Je vais nommer quelques-uns, mais ce que je vais dire tout à l'heure sur la privacité, c'est quelque chose d'assez clé quand on parle de technologie du numérique. Le respect de la vie privée, des données, vie privée, les données des utilisateurs, les côtés addictifs, qui est d'ailleurs c'est pas mal exploré aussi dans la dernière. C'est Netflix qui a un nouveau documentaire là, je n'ai pas encore regardé, Social Dilemma or something like this. Voilà, qui s'appelle comment? J'ai pas entendu. Je me rappelle plus parce que Derrière nos écrans de fumée. Derrière nos écrans de fumée. Qui était fait, je pense que la différence de celui-là, peut-être que juste qu'il a été fait, parce que c'est un sujet qu'on en parle depuis déjà 3, 4, 5 ans, mais la différence, c'est que maintenant, il est présenté par les anciens de la tech qui ont eux-mêmes créé justement tous ces features qui sont addictifs, quoi. Et donc ça c'est encore un autre problème. Est-ce que vraiment on crée un impact positif si on reste tous les gens isolés socialement, en train de regarder les écrans non-stop? Donc ça c'est une autre question. Après il y a toute la question de déchets électroniques. Il y en a plusieurs tonnes de déchets électroniques qui sont créés tous les ans de partout dans le monde, pas recyclés. Ça crée non seulement d'ailleurs il y a un problème sur la propre source. Qu'est-ce qui vient en amont de chaque produit qu'on a? Donc, on sait, le téléphone, on est tous un peu coupables, mais il y en a le cobalt, par exemple, qui est un métal, qui tout le monde connaît déjà un peu l'histoire. Il est essentiellement extrait République démocratique du Congo, où il y a un sévère conflit humanitaire. Et pour autant, comme c'est la grande source aujourd'hui de ces minéraux, et que c'est un minéraux absolument nécessaire pour nos technologies et nos devices, eh bien, on continue à l'exploiter de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut encore améliorer dans la tech. Les risques sont nombreux. Rester attentif et essayer de le minimiser, c'est le minimum que je pense on peut tous faire quand on pense impact tech. Quelques exemples de risques. Basile, un petit hand washing before taking the mic. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé en disant que ça sera pas un débat philosophique, mais on se rend compte qu'en fait, on peut pas attaquer ces sujets sans être fondamentalement politique, en fait, et qu'il faut vraiment assumer le fait que derrière des questions sur qu'est-ce que la tech for good, il y a des choix de société, en fait. Et c'est des visions qui se découpent. Pour moi, les principales distinctions qu'on peut faire facilement, c'est un projet qui a donc moi je vais appeler ça l'impact, sa vie, sa raison, un objectif social ou environnemental au cœur du projet, ou est-ce qu'on est sur simplement une sorte d'add-on en langage tech, une sorte de petit pellicule qu'on va rajouter en dessous. Un groupe dont le métier consiste à extraire des matières premières du sol, mais qui va lancer un produit tech for good. En fait, ça ne sera jamais une boîte tech for good. Alors qu'à l'inverse, est-ce qu'on a l'impact au cœur et à l'initiative du projet? Là, pour moi, ça, c'est une première distinction. Et à l'intérieur de ça, si on plonge, vous avez peut-être entendu parler des universités d'été, l'économie de demain. C'est un événement qui a eu lieu fin août et qui essayait d'un peu faire un contre-feu aux universités du MEDEF notamment, qui était porté par le MOVE. Il y a eu une présence de beaucoup de ministres, on était très contents, et qui s'est posé cette question. Du coup, comment on fait des critères? Parce que la labellisation, c'est un sujet central en effet, pour définir un dedans et un dehors. Il y a 3 choses qui sont ressorties. La première, du coup, c'est ce que je l'expliquais sur la vision et à quel point le projet est porté, drivé, objectiver sur uniquement sa réussite sociale, c'est-à-dire concrètement, est-ce que le projet va croître avec le nombre de bénéficiaires qui croient aussi. L'autre chose, c'est le partage du pouvoir, c'est-à-dire qui prend les décisions dans la boîte et qui a le pouvoir de contester. Donc là, ça ouvre des portes vers tout ce qui est les modèles holacratiques, tout ce qui est aussi des modèles Les modèles comment? Holacratiques? Ouais, alors je suis pas expert, mais c'est l'idée est de parler. Ouais. Le mot que je vais utiliser ici, c'est toutes les nouvelles formes aussi d'horizontalité qu'on peut avoir dans les entreprises. Mais alors attention là-dessus, il y a des coopératives qui inventent ça depuis 2 siècles et demi. Il faut pas croire que tout a débarqué aujourd'hui. Et puis ensuite, le partage des richesses, c'est-à-dire d'où vient l'argent et où il sort. Et avec des choses concrètes comme des écarts de salaire, des dividendes, où vont les dividendes. Et pour moi, et du coup à l'intérieur, je vous invite à aller si vous faites Move Tech for Good critères, vous trouverez en fait tout ça détaillé. Et après, une dernière remarque, ça serait de dire que c'est très difficile de faire de la labellisation pour à la fois des groupes du CAC 40 et des TPE, PME qui ont des réalités qui sont forcément tout à fait différentes. Voilà. On a envie de glisser vers le deuxième débat direct, en fait. C'est-à-dire, c'est la structure de l'entreprise qui conditionnerait la qualité du good.
Est-ce que ce premier débat mène nécessairement au deuxième sur l'entreprise est-elle encore adaptée au projet à impact? Parce que j'ai l'impression que dans les critères que vous donnez, c'est quand même une grosse partie des critères. Manuela. J'allais juste faire une observation sur le fait que voilà. Je réformule. Non, parce que j'allais dire, c'est clair qu'il y a des différents critères qui peuvent être utilisés. Disons, du côté GoodTech Lab, par exemple, on est peut-être un petit peu plus flexible par rapport à la gouvernance que ce que ça serait, par exemple, les Move. Oui. C'est-à-dire, il y a plusieurs startups qui ont du coup un format ou une structure juridique d'entreprise traditionnelle, mais qui pour autant ont dans leur propre business model. Et du coup, c'est pas forcément lié à une structure juridique, mais plus à l'action de l'entreprise ou les buts de l'existence, la raison d'être de l'entreprise, si on veut le dire comme ça. Donc, toute l'idée, par exemple, l'entreprise à mission, qui est encore quelque chose de différent. Elle n'est pas forcément quelque chose de décentralisé, pour le dire comme ça, ou d'horizontal, mais néanmoins, elle peut être une entreprise qui a un but, une raison d'existence, qui fondamentalement, c'est d'utiliser la technologie pour créer de l'impact positif dans la société. C'est-à-dire, par exemple, laisse-moi donner un exemple concret de ce que je raconte. On parlait tout à l'heure des minéraux. Eh bien, une question clé pour le futur à venir, c'est l'électrification. Parce que, on sait qu'il faut qu'on retire les carbones de l'atmosphère, il faut qu'on arrête d'émettre autant de carbone, donc il faut que nos moyens de transport soient décarbonés. Pour y arriver, il faut qu'on ait plus de véhicules électriques. Pour y arriver, il faut qu'on ait plus donc de voitures à hydrogène ou plus de voitures électriques avec des batteries, parce qu'on ne peut pas avoir une voiture électrique si on n'a pas de batterie. Et donc, il y a d'entreprises qui créent des batteries. La façon de la créer, si on pense à un modèle qui est plus circulaire, c'est-à-dire qui crée pas de déchets, qui est capable de recycler, déjà d'abord réutiliser. Est-ce qu'une batterie qui est utilisée pour un véhicule, elle peut après être utilisée dans les maisons pour des petits usages? Parfois, c'est les cas. Et après, quand elle vraiment ne peut plus être utilisée parce que la quantité d'énergie qui reste à l'intérieur, est-ce qu'on peut séparer toutes ces composantes et en faire quelque chose d'utile, recycler, recréer une nouvelle batterie? Donc, ces entreprises-là qui ont ce genre de logique, même si elles ont une structure un peu moins horizontale que certaines qu'on peut voir peut-être dans l'ESS, qui est d'ailleurs superbe et j'y crois beaucoup que ça peut aussi être un moyen de changer la société, de créer encore un autre type d'impact dans la société. Mais dans mon point de vue, une entreprise qui travaille dans ces domaines-là, elle crée un impact positif. Elle est donc pour moi une entreprise qu'on appelle Impact Tech. Je sais que Northvolt, par exemple, ici en Europe, commence à vouloir travailler dans cette dynamique-là. Mm-hmm. C'est une grande initiative. Il y en a plein d'autres. Là, c'était juste vraiment pour donner un exemple petit parmi des milliers d'entreprises qu'on va venir. Et j'espère on va continuer à voir venir dans les prochaines années parce qu'on en a besoin pour changer la planète et atteindre les ODD d'ici 2030. Basile, vous vouliez... Louise, vous vouliez rebondir. Oui. Qui veut rebondir? C'est difficile de rebondir après ça parce qu'il y a différentes choses. Je pense que effectivement, c'est bien d'avoir toutes ces entreprises à impact et c'est aussi en tant que collectivité, c'est aussi à nous d'accompagner et de faire émerger ces solutions sur le territoire. Mais il y a aussi je pense qu'il y a une réflexion de fond qui est autour des usages en fait. Est-ce que à un moment la meilleure solution c'est une réponse tech à un problème de société? Je sais pas. Si en fait on réfléchit à quels usages il est peut-être intéressant à un moment de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'est la sobriété numérique par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'une solution tech pour tout ou est-ce qu'on peut pas essayer de remettre un peu d'humain dedans? Donc ça aussi c'est je sais pas si ça fait partie des questionnements que tu as dans le ouais. Du coup c'est vrai. Voilà, rappeler que le numérique c'est un outil et que ça n'est pas le but. Exactement. Dans beaucoup de projets. J'étais étonné puisqu'en préparant cette table ronde, vous m'avez écrit que vous étiez un peu critique sur l'utilisation même de l'outil numérique. C'est-à-dire que ça demande de réflexion en fait, c'est pas on n'est pas en train de se dire qu'il faut que dès qu'il y a un souci, il faut mettre n'importe quelle application. Et puis surtout, il faut ça peut pas être le comment dire je reformule aussi la solution sparadrap avec des outils qu'on ne maîtrise pas forcément, qui sont pas forcément vertueux. En fait, je pense que là, on est en train de parler de
d'écologie dans le sens d'écosystème en fait. Et du coup, utiliser un outil, c'est réfléchir à son impact déjà de comment, qu'est-ce que ça coûte de le créer, qu'est-ce que ça coûte de le recycler, parce que les smartphones aujourd'hui, on est capable d'en recycler que 4%. Donc c'est tout cet or, tous ces minéraux là qu'on extrait, à quoi ça sert? Quel est l'impact de chacun de ces bouts de minéraux derrière, que ce soit un impact écologique ou sociétal en fait. Donc si je reviens plus localement, pour nous éclaircir, votre délégation numérique responsable e-citoyenneté Open Data, c'est un budget annuel de combien? Non, c'est pour savoir, pour nous donner une échelle de quelle enveloppe on vous donne pour accompagner les entreprises locales dans cette démarche. Je peux pas. C'est pas un portefeuille comme dans une entreprise, une collectivité. Là, on est en train on travaille avec à la fois des services, à la fois des entreprises du territoire. Donc, il n'y a pas ça mouline un peu en permanence. Je peux pas me prononcer sur un budget comme ça, quoi. Il n'y a pas un budget numérique? À Nantes. Si, mais vous connaissez pas la part qui est dédiée à l'activité. Elle est en construction, surtout ça, c'est en construction permanente. Encore une fois, là, on est en début de mandat, ça fait à peu près 3 mois qu'on est là. Alors, je fais une autre question. De quels outils vous disposez? Vous avez dit vous collaborez avec des associations et des organismes qui sont plus avancés que vous sur la définition de l'impact. Et comment travaillez-vous avec elles? De quels outils vous disposez pour travailler avec les entreprises à impact et puis celles qui les accompagnent? Pour nous, les meilleurs outils, c'est vous, quoi. C'est les entrepreneurs que ce soit entrepreneurs, associations, n'importe quelle entité qui est active sur des sujets. Nous, le but pour le moment, c'est d'aller surtout sur le numérique responsable, qui est quand même quelque chose d'assez nouveau à structurer, dans le sens par exemple, on est en train de réfléchir à qu'est-ce que c'est pour toutes les entreprises du territoire, qu'est-ce que c'est un numérique responsable. Ça, c'est une réponse qui est, en fait, ça a l'air de rien comme ça, mais pour répondre à ça, il faut quand même aller voir tout le monde, comprendre les enjeux de chacun et voir comment on peut accompagner au mieux cette définition et comment on mesure l'impact écologique, comment on mesure l'impact social. C'est un assez gros travail juste déjà de connaître et d'aller rencontrer les acteurs. Et vous en êtes à cette phase-là? Pour le moment, on est en train de découvrir pour vraiment concrétiser dans les années à venir, le plus tôt possible, des mesures à mettre en place. Très bien. Ok. Basile, je vous vois prendre des notes frénétiquement sur les sujets qui viennent de passer. Je pense que l'État a un rôle essentiel. Et c'est pour ça du coup que je prenais des notes, parce que je crois que leur rôle peut avoir plusieurs niveaux. Avant tout en tant que financeur, en fait. On oublie trop souvent à quel point l'argent public est indispensable aux jeunes entrepreneurs pour se lancer. Le premier fonds d'investissement de l'entrepreneuriat social en France, c'est Pôle Emploi, en fait. Parce que là, il se lance en étant chômeur d'un certain temps, et au-delà de quand on avance dans le projet, il y aura jamais assez de poches de financement pour ces entrepreneurs-là, particulièrement dans ce moment-là. On pourrait imaginer, ça a été fait dans d'autres pays, j'imagine, on pourrait imaginer des politiques publiques super ambitieuses pour la digitalisation de toutes les associations de France. Parce que quand on parle Tech for Good, on a un angle très start-up nation même, j'ai envie de dire, alors qu'en fait, quand on a une asso de quartier couvre un Excel bien fait pour pouvoir gérer ses bénéficiaires, du coup c'est quoi en fait? Pour moi c'est complètement de la Tech for Good, et ça a été difficile à faire entendre, et ces petites structures là elles peuvent vraiment bénéficier d'accompagnement. Il y a des dispositifs comme le DLA, qui est le dispositif local d'accompagnement, qui sont des sortes de mini incubateurs présents dans plein de villes de France, qui aident les assos là-dessus, et je crois vraiment au rôle de la puissance publique là-dessus. Quand vous dites que le débat il est trop penché vers start-up, voire start-up nation, nuance que je ne comprends pas encore très bien, mais c'est juste un petit pic. Vous voulez dire que les dispositifs sont plutôt portés et menés pour des classes moyennes supérieures, urbains Moi, c'est ça que je comprends. Est-ce que c'est ça? Mon point était de dire qu'aujourd'hui, quand on parle de projet Tech for Good, on se représente un projet qui porte des technologies innovantes. Alors, souvent portées par les personnes que vous décrivez, mais c'était pas mon point. Mon point de dire, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de technologies comme vous le soulignez, qui soient parfois rocket science, et que des choses très simples peuvent permettre de faire du good aussi, quoi.
Rocket science. Ça veut dire adossé à adossé à de la recherche, adossé à des niveaux technologiques qui soient vraiment élevés et qui du coup sont chers. En fait, il n'y a pas besoin de ça. On peut faire des choses très simples avec très peu en utilisant des outils tech. De plus en plus aujourd'hui, en plus, les outils tech deviennent facilement accessibles sans connaissance préalable. Je voudrais notamment, on peut par exemple penser à la délégation innovation de Emmaüs France, avec laquelle on a la chance de travailler depuis des années et qui est un super partenaire. Donc les communautés Emmaüs, je peux vous dire qu'elles sont parfois très loin de la Tech for Good, dans l'image qu'on a, et pourtant elles arrivent à mettre plein de petits outils informatiques super simples qui permettent d'augmenter la qualité de leur travail. Et ça, c'est notamment impulsé par l'équipe Inno d'Emmaüs. En fait, si je peux, allez-y. Vous avez peut-être entendu parler d'un auteur qui s'appelle Evgeny Morozov, qui est un auteur biélorusse, si je me trompe pas, qui a sorti des bouquins il y a quelques années et qui parlait du solutionnisme technologique. Et c'était vraiment le point que tu mentionnais. En gros, ils disent aujourd'hui, on a trop souvent la technologie pousse à réfléchir à la solution super fort sans jamais prendre du recul pour aller regarder les vrais problèmes de fond que peuvent être des crises sociales ou des crises environnementales. Un exemple qui m'avait marqué, moi, c'est de dire l'obésité et le surpoids est un vrai problème de santé publique aux États-Unis. Et c'est vu multiplié dans les années 2000-2010. Énormément d'applications pour mesurer son nombre de pas, mesurer le nombre de calories qu'on a mangé, mesurer son activité physique. Et du coup, derrière se crée un discours qui dit, mais en fait, je comprends pas, t'as tous les outils possibles pour mesurer ton alimentation, du coup, pourquoi tu perds pas du poids, en fait? Et ça, avec ce raisonnement un peu caricatural, derrière, il occulte totalement le sujet qui est la mauvaise alimentation, la publicité, les sujets de la nutrition, qui sont en fait le cœur du problème ici. Et du coup, parfois, la technologie, et je pense que ça a été un des problèmes de la Tech for Good, créer un écran de fumée, en fait, sur les vraies questions. Et je reviens à mon point d'avant, c'est des sujets politiques qu'on porte ici. Voilà. Du coup, Evgeny Morozov, super intéressant. Il y a plein de choses à lire sur Internet aussi. C'est un romancier? C'est un chercheur, mais et qui écrit ce qu'on va lire, c'est des histoires ou c'est des essais? Je pense que le grand intérêt de regarder un peu son œuvre, c'est vraiment sur ces points spécifiques du technosolutionnisme. D'accord. Et donc ça va être assez conceptuel comme lecture pour comprendre pourquoi juste on peut pas résoudre tout dans la planète avec une ligne de code, qui a un peu cette notion, surtout dans la Silicon Valley, qui est assez répandue. Merci. Peut-être, par contre, c'est pas pour défendre le côté, ce que j'avais dit comme exemple de la technologie. D'ailleurs, j'en pourrais citer plein d'autres, si ça vous intéresse d'aborder sur quelques d'autres thèmes, parce que je pense que c'est ça. C'est pas que sur l'énergie, c'est pas que sur l'agriculture. Il y en a vraiment dans l'ensemble des objectifs de développement durable. Que si vous regardez, ça passe de la pauvreté à question de santé, à agriculture, énergie, eau, dans l'ensemble. L'impression qu'on a eu avec Good Tech Lab, en ayant vraiment inquiété beaucoup de gens pour comprendre leur perception, comment est-ce que ce sera possible d'atteindre ces objectifs-là d'ici 2030, la technologie, elle va être une des forces de levier, pas la seule. Et je pense que c'est ça qui peut être, je sais pas si j'ai laissé clair dans mon message, c'est pas du tout pour dire qu'avec la technologie, on va tout résoudre. Et même sous l'exemple positif que j'ai donné sur la voiture électrique, on pourrait tout à fait donner l'exemple négatif des trottinettes. Parce que la vie d'une trottinette partagée est moins de 28 jours, le cycle de vie. Quand on fait la vraie analyse des cycles de vie de ces objets-là, ça peut être assez négatif en fait, et pour la société et pour l'environnement. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut être attentif sur la technologie, et pourquoi on la développe premièrement. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus, qu'on ne devrait pas forcément donner une préférence pour un type de stratégie d'impact tech versus l'autre. Je dirais entre low tech, c'est-à-dire la technologie qui n'a pas besoin de beaucoup d'efforts, de recherche scientifique, qui est relativement simple à produire, versus la deep tech, qui est justement l'inverse. Donc la technologie qui demande beaucoup de recherche scientifique, beaucoup de temps pour avancer, pour sortir de laboratoire et pour arriver à l'utilisation par le citoyen commun. Eh bien, ces deux stratégies-là, en fait, sont positives si on la pense bien. On peut, pour le sujet de la nourriture qu'on évoquait tout à l'heure, on peut avoir WeFarm, qui est une plateforme pour connecter les petits producteurs en pays en développement et pour échanger d'informations. Est-ce que la météo c'est bien? Est-ce que je devrais utiliser cet engrais-là
pour améliorer ma productivité ou pas. Super important avec des téléphones qui ne sont même pas des smartphones et qui a un impact très important, c'est très utile. En parallèle, si on continue à consommer la quantité de viande qu'on consomme aujourd'hui, notre futur sera problématique. Donc, il faut absolument réduire cette quantité de viande. C'est sûr que ça passe beaucoup sur un changement de comportement. Personnellement, je suis végétarienne, mais je sais que pas tout le monde va y être à temps pour qu'on atteigne la réduction de CO2 dont on a besoin. Donc, c'est intéressant d'avoir d'entreprises comme on trouve plusieurs en Europe qui commencent à produire des cellules qui se ressemblent à des cellules de viande en laboratoire, que ce soit à travers les changements de modification de plantes qui rajoutent le goût, la texture d'une viande normale, d'un burger par exemple, que ce soit vraiment en partant de zéro et en créant une texture et le goût qui soit équivalent à la viande. C'est pas pour dire qu'il faut absolument juste plonger sur ça. Il faut en parallèle les gouvernements, il faut en parallèle les changements de politiques publiques, en parallèle en changement de société et en parallèle en composants technologiques pour qu'on arrive tous dans la même direction. Voilà, donc c'est assez simple. Vers midi, on devrait atteindre cet objectif. Manuela, gardez le micro. Je me demandais si ce débat qui a lieu à Nantes en France a lieu dans d'autres pays. Et est-ce qu'il en est plus loin dans d'autres pays? Il y a lieu dans d'autres pays, heureusement. Il faut toujours penser plus large parce que finalement, on est tous dans la même planète. Personnellement, je suis brésilienne. Ça fait 4 ans que je suis en Europe. Donc, peut-être qu'il y a aussi ces biais de vouloir penser un peu plus large. On dit plus large parce qu'on dit aussi que ces problèmes sont des problèmes sans frontières. En fait, ce n'est pas des problèmes qui sont localisés. Si on pense au changement climatique, on va souffrir en France, on va souffrir en Europe, comme on va souffrir, et d'ailleurs potentiellement on va souffrir encore plus dans le pays du Sud où la température va causer un impact encore plus important. Donc ce débat sur le déséquilibre là-dedans. Voilà, cette prise de conscience sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, voilà. Qu'est-ce qui a un impact, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est bullshit ou pas. Tout le monde qui a un peu de notion y réfléchit. Après la différence, ceux qui sont le plus avancés, ils en sont où? Ceux qui sont plus avancés, je sais pas, ils sont ici dans cette salle aujourd'hui. Ils sont français alors. Je plaisante. Je pense que on peut pas vraiment faire ce genre de généralisation. C'est clair juste qu'on a des écosystèmes qui sont un peu plus avancés parce qu'ils ont aussi plus de moyens. C'est clair qu'en Europe versus l'Amérique latine, il y a plein d'innovations super intéressantes là-bas. Je pense, j'ai parlé énergie tout à l'heure, il y a des panneaux solaires organiques qui sont développés au Brésil. Il y a des protéines équivalentes au lait qui sont développées au Chili. Donc, il y a plein d'innovations comme ça qui ont un impact et qui sont développées dans plein de pays du Sud. Après, tout le monde le sait, le montant qui sont investis, c'est pas le même dans la Silicon Valley et en Afrique du Sud et au Brésil et en Asie du Sud-Est. Bref, il y a des régions du monde qui n'ont pas encore les mêmes moyens. Je pense que ce qui est beau aussi en Europe, c'est que maintenant avec le Horizon 2020 et en plus avec un peu l'influence aussi des Mariana Mazzucato, qui est une économiste qui pense beaucoup sur quelle est la valeur, qu'est-ce que ça veut dire la valeur économique. Et elle a pas mal influencé la Commission européenne récemment pour orienter la recherche scientifique, enfin la recherche en général, vers l'innovation à mission. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que l'Europe, elle va dédier une bonne partie de son budget à une recherche qui a pour but atteindre à un des objectifs de développement durable ou atteindre à une certaine liste de missions qu'elle s'est donnée qui vont de la santé à questions environnementales. Et je pense qu'avec ça, on peut aussi attendre que dans les prochaines années, l'Europe va encore plus avancer dans cette direction et c'est très bien que ça soit le cas. J'espère que d'autres pays et d'autres régions vont s'inspirer. J'aimerais que ça soit le cas dans mon pays d'origine, le Brésil, mais avec le leadership qu'on a aujourd'hui, malheureusement, il faut attendre encore quelques années pour que ça avance. Est-ce que vous voulez poser une question? Le temps que vous réfléchissez, il y a une question pratique sur le stream. Est-ce que Basile, vous pouvez rappeler le nom du chercheur dont on a parlé là, qui rédige, le Biélorusse? Evgeny Morozov, M-O-R-O-Z-O-V. C'est rigolo que ce soit un nom aussi proche d'Asimov, qui lui-même est la base, le pilier de la réflexion sur la technologie dans les démocraties. Une question? Bonjour, je vous tiens le micro. Mais du coup, je voulais vous poser une question très actuelle sur la 5G. Évidemment, c'est le débat du moment, donc je trouve qu'elle a sa place ici. J'aimerais savoir, quel est votre avis sur la techno et au-delà de ça, de comment on mène le débat aujourd'hui en France. Est-ce que mine de rien, vous leur demandez si c'est good ou pas good la 5G? Alors on le prend comme on veut.
J'ai aucune idée de si la 5G va nous abîmer le cerveau. En revanche, je sais que l'investissement public en Europe pour le déploiement de la 5G est largement supérieur à l'investissement public qui est réalisé pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, je pense qu'il faut juste prendre un petit peu de recul sur les grandes masses d'argent dont on parle là-dessus. Et est-ce que, collectivement, on choisit de mettre nos priorités à tel endroit? En fait, il va y avoir un débat citoyen à Nantes sur la 5G, justement pour prendre ce temps de réfléchir aux usages qu'on souhaite. Et pour ça, nous, en tant que collectivité, on est assez neutre sur le sujet dans le sens où il faut on soit à l'écoute de toutes les parties prenantes, soit les citoyens ou les industries, le monde, tout le monde de la santé, économique, etc., quoi. Donc, il va bien y avoir un débat là-dessus. Dans les mois qui arrivent. Merci. C'est bon pour vous, Manuela? Pour moi, c'est pas problématique en soi la 5G, mais je suis d'accord avec Basile. Est-ce que c'est vraiment, la priorité du moment, ou est-ce il y avait plein d'autres sujets qui devraient peut-être rentrer en priorité par rapport à ces sujets-là quand on pense à tech? Voilà. Je suis d'accord avec ce qui était déjà discuté. Une autre question peut-être? Oui. Vas-y, laisse un coup en bas de la tablette. Une nouvelle question arrive. Bonjour. Alors du coup, ma question elle est plus destinée à Madame Vialard, puisqu'elle va concerner Nantes et Nantes Métropole. Vous avez dit que les meilleurs outils, c'était les entrepreneurs. Est-ce que l'administration, je pense à la métropole ou à la mairie, elle n'a pas une vocation à se regarder aussi elle-même et à avoir valeur d'exemple? Et qu'est-ce que vous ambitionnez sur le prochain mandat comme pratique, ou quel levier vous avez envie d'utiliser pour développer tout ce qui va être sobriété numérique? Voilà. Oui, je pense qu'effectivement la métropole et la ville en tant que pouvoir, en collectivité, est le premier. En plus, un des pouvoirs qu'il peut faire, c'est montrer l'exemple. En premier, essayer d'être exemplaire au mieux. Donc là, tous les services sont assez actifs autour de comment est-ce qu'on peut être plus numérique responsable pour le coup. En termes, il y a de nombreuses choses qui sont en train d'être faites et on est en train vraiment, encore une fois, on est au début de mandat, donc c'est assez compliqué d'apporter des réponses concrètes tout de suite. Mais il est très important de savoir qu'on est en train d'écrire un schéma directeur du numérique responsable et du coup, les usages premiers, ils sont assez mis en question au sein de la collectivité, pour les agents, pour nous, notre organisation. Ouais. Donc c'est en cours. Autre question? Le numérique se déploie dans un environnement économique, et dans les environnements économiques, certains acteurs en rachètent d'autres. Comment une entreprise qui est à impact respecte les critères dont on a parlé jusque-là, quand elle se fait racheter par une entreprise plus grosse qu'elle qui, elle, n'a pas d'objectif à impact, quand elle se fait racheter, de quoi on parle? On parle de tech for good ou de bullshit tech? Est-ce que c'est forcément une vision cynique de c'est du greenwashing, ils rachètent une jolie société pour se blanchir, se verdir? Ou est-ce que malgré tout, il y a quand même... Vous avez un exemple en tête spécifique ou pas? Non. Okay. Non. Mais du coup, comment? Ben & Jerry's qui a été racheté par Unilever. Oui. Pour moi, la réponse est dans la mesure où si une entreprise ou une organisation fait beaucoup d'efforts pour être alignée très fort sur des objectifs d'impact, si au bout d'un moment ils se disent en fait pour notre croissance on a besoin d'être acheté et de dire au revoir à ces engagements-là, du coup ils ne leur tenaient pas tant à cœur que ça. Et je pense qu'un cas d'actualité qui peut être intéressant, vous connaissez tous Back Market, donc qui est une plateforme de reconditionnement d'objets ménagers et notamment de téléphones pour pas que des milliers d'enfants aillent se tuer dans les mines de cobalt, parce que c'est ça quand même, dont on parle. Ils ont été créés pour ça. Ils ont leur produit permet d'acheter très facilement des téléphones reconditionnés, donc de ne pas acheter du neuf. Bref, ils ont connu une croissance très forte. Ils ont levé de l'argent pour aller aux États-Unis auprès de, le nom m'échappe, mais une grande banque, je crois que c'est JP
Morgan ou Morgan Stanley, je sais plus. En tout cas, une immense banque américaine qui a par ailleurs des dizaines de milliards de participations dans des entreprises nocives pour la planète. Voilà. Bah, ce sujet-là a fait couler beaucoup d'encre, en tout cas beaucoup de messages sur WhatsApp dans des fils de discussion. Est-ce que Back Market du coup a trahi la cause en se finançant auprès de JP Morgan? Bah, chacun aura sa réponse là-dessus aussi. Bah, comme sur toute question morale et économique pour le coup là. Oatly, c'est celle, la boîte, je crois que c'est la suédoise en fait, qui produit, enfin un des premiers à produire les laits d'avoine. Et pareil, ils ont eu le même exposition médiatique un peu négative avec les gens qui voulaient même boycotter la marque parce qu'ils ont pris l'argent d'une grosse banque. L'argumentaire qu'eux ils ont utilisé pour même expliquer les raisonnements, ils voulaient grandir et donc vendre plus de lait fait d'avoine et donc réduire la consommation de lait produit par les vaches et donc les émissions de CO2, etc., tout ce que ça implique. C'est normal qu'ils aient besoin de plus d'argent. Les choix de accepter l'argent d'une grosse structure comme ça qu'on sait qui n'est pas totalement alignée à la question d'impact, c'est positif ou négatif. Leur argumentaire, c'était de dire le fait que il s'éprouve un business model aussi rentable, aussi intéressant, que même les grands acteurs ont envie d'investir dedans, ça peut aussi être justement en cas d'exemple pour que tous ces acteurs-là commencent à retirer leur argent des entreprises qui finalement sont négatives pour la planète. C'est déjà été le cas pour tout ce qui est par exemple combustible fossile, enfin le fossil fuels, comment on appelle ça, oil, enfin le gaz, coal. L'essence, voilà, le pétrole, merci. Okay. Ça, c'est déjà un actif que la plupart des grands banques n'a plus d'intérêt à investir dedans, parce qu'ils voient tous que ça commence vraiment à faire tomber leur argent. C'est plus du tout positif pour eux d'investir sur ça, versus tout ce qui est critères ESG, environnement, impact sociétal et de gouvernance, sont beaucoup plus positifs, même en termes financiers. Donc, je pense que tout ça pour dire, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais c'est plus pour dire que le fait que de grands acteurs s'intéressent à des petites structures qui ont un impact, ça peut venir d'une base de greenwashing, ça peut aussi venir dans un effet intéressant pour l'économie d'aller plus en direction d'impact. Espérons tous que bientôt l'impact soit juste intégré dans la tech. On n'a plus à parler de tech for good, on a juste parlé de tech parce que tout sera for good. Je pense que c'est un peu un rêve encore lointain, mais j'espère qu'un jour on y arrivera. C'est aussi une façon de dire qu'un peu de greenwashing, ça fait pas de mal si l'objectif final c'est bien de contaminer le reste de la structure. J'ai pas dit exactement ça comme ça, mais bon. C'est une forme de question. Il y a point d'interrogation. Je dirais pas qu'il faut l'utiliser comme du greenwashing. Je pense pas que le fait d'avoir investi sous Oatly, ça devrait être pour la banque. Pareil, je me rappelle plus, c'était BlackRock, JP Morgan, Morgan Stanley, je me rappelle plus non plus qui a fait l'investissement. Mais je pense pas que ça doit être affiché comme voilà, j'ai fait du green, je suis totalement, responsable, à impact, etc. Donc c'est plus d'être cohérent avec l'usage du terme impact, mais n'est pas non plus refuser toutes les sortes de modèles qui restent dans la logique capitaliste qu'on a aujourd'hui. S'il y a un intérêt des grands acteurs vers l'impact, c'est plutôt positif. Si Danone veut devenir un bicorp, on a plutôt à se réjouir de ces faits que de dire Danone c'est une grande entreprise, elle n'a pas droit de faire partie du groupe restrict et limité d'entreprises qui peuvent se dire qu'elles ont une raison d'être positive pour la planète. Je dirais plutôt dans cette direction-là que vraiment de dire que le greenwashing c'est ok. C'est un peu plus subtil, mais. Ah mais moi je suis pas là pour être subtil. Hein. C'est vous les gens subtils. Moi je pose les questions naïves et bêtes. Basile, une question de Salma sur le stream qui remarque que dans les critères que vous avez donnés pour les entreprises à impact, ça relève essentiellement de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que pour une entreprise qui ne fait pas partie de cet écosystème, il y a malgré tout la possibilité de faire partie de l'univers Tech for Good? Merci à Salma pour sa question. On se perd dans les sémantiques. Je pense qu'elle met le doigt sur une difficulté qui est de mettre tout le monde dans le même sac, quoi. Essayer de mettre un label où on va avoir des boîtes qui font 15 000 personnes et d'autres qui en font 12, bah oui, c'est pas simple. Et donc, on va avoir forcément une coloration dans les critères par ceux qui les ont écrits. Et donc, elle a raison de parler de critères ACESS. Après, comme ça a été dit, moi, je pense pas que ça soit excluant et que on a besoin de ces grandes organisations. En fait, si aujourd'hui, il y a eu des rapports par exemple, prenez la métropole de Rouen. Désolé, c'est ce que je connais, mais Pourquoi désolé, c'est chouette.
j'aurais pu parler de Nantes, mais je n'ai pas de chiffre nantais. Le WWF a montré que 75% des émissions dans la métropole provenaient des entreprises en fait, et que du coup la mairie n'avait la main que sur 15% et les habitants que sur 10%. C'est-à-dire que si on était tous exemplaires, que la mairie faisait tout ce qu'elle pouvait faire, en fait le problème serait le même. Donc à partir de là, on est obligé d'avoir un discours inclusif vers ces grandes organisations, et je pense qu'on oscille toujours entre un discours de responsabilité et en même temps toujours leur dire qu'il faut les emmener avec nous. Donc c'est indispensable pour répondre à la question qu'au final on arrive à les engager sur la voie du changement. Très bien. Eh ben merci beaucoup, merci à vous. Est-ce que vous restez un peu ce matin avec nous? C'est la fin de cette table ronde, mais c'est pas la fin de votre présence ici. Si vous voulez leur parler, bien sûr, ils seront disponibles autour d'un café. On se retrouve à 10h15 pour le deuxième débat qui coulera doucement, vous l'avez vu avec cette dernière question, vers le statut de l'entreprise. L'entreprise actuelle est-elle compatible avec les projets à impact? La consigne pour maintenant, si vous souhaitez rester, c'est de toute façon que tout le monde se lève. Vous pouvez prendre un café, mais il faut sortir par la petite porte qui est là, comme des coulisses, qui vont vous mener dehors. Il fait sec. S'il pleut dans les 10 secondes qui viennent, vous pouvez vous abriter sous la coursive. Et vous devez ensuite rentrer de nouveau par la porte. Je voulais juste rajouter un Louise. petit mot pour conclure, pardon, désolée. C'est juste que je suis assez d'accord avec ce que Manuela a dit il y a un petit moment déjà. C'est ce qui est important, je pense, pour autour de Tech for Good, bullshit ou pas. Il faut rester inclusif. Il faut pas. Je pense que c'est important de ne pas cliver. Genre dire pouvoir public et entreprise. Ouais. Non, c'est pas ça. Déjà. Et puis surtout, on n'a pas les mêmes rôles, chacun dans son rôle, hein. Mais surtout. Est-ce que c'est une histoire de low-tech versus deep-tech? En fait, il n'est pas là le sujet. Le sujet, il est qu'il puisse y avoir des discussions comme ça et qu'en fait, on garde ce bien commun qui est la discussion, pouvoir dire est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord. Et ça, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se pose ces questions aussi ouvertement. Et merci à la Digital Week et à la cantine aussi d'apporter ce débat pendant 48 heures. C'est quand même hyper important. Avant, il n'y a pas si longtemps, on se posait pas trop la question de l'impact positif, négatif et tout ça, quoi. Donc déjà, je pense que le bien commun, il est déjà dans le questionnement et le débat.